Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Dice Story. Je suis le professeur Kiefer et je suis avec l'homme que tout le monde s'arrache, Monsieur Manitou. Bonjour. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année, meilleurs vœux en retard, hein, mais on a jusqu'à la fin du mois. Ouais. J'espère que vous avez la forme. Après, tu sais, le temps n'existe pas sur YouTube, hein, donc les gens vont voir ça au mois de juin, ils vont pas comprendre. Hein. Nous immortalisons notre présence sur la toile, c'est génial. C'est ça. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo. On a envie d'essayer des nouvelles choses, puisque on sait toujours pas comment on va l'appeler d'ailleurs, mais grosso modo, c'est « Vends-moi ton jeu ». Donc voilà. Donc aujourd'hui le jeu ça va être Tetra. Je ne sais absolument pas de quoi on parle, mais le but du professeur Kiefer c'est de m'en parler. Le but aussi c'est d'être assez honnête sur le retour qu'on va faire sur ce jeu-là, puisque on va rien cacher parce que c'est important la confiance. C'est quand même un jeu qu'on a reçu en comment on appelle ça, le titre presse en tribu. En tribu, voilà, c'est ça. On l'a récolté en tribu, après avoir envahi une région. Voilà, c'est ça. Conan qui a dit de mieux dans la vie. Non, voilà, c'est un service presse qu'on a reçu. Et on a proposé de faire un retour dessus, une critique sur la chaîne, qui sera bienveillante, parce que c'est important, mais qui sera honnête. Et ça, c'est important. J'irai même plus loin, elle sera même argumentée. Ah, ouais, c'est pas tout, hein. Ça peut aider, hein, quand même. Non, voilà. Rêve de plaisanterie, effectivement, c'est ça, on s'est proposé. Et l'engagement qu'on a, c'est qu'on sera honnête, mais qu'on argumentera tout ce qu'on dit sur les retours qu'on fera sur un jeu qu'on nous envoie, très gentiment. Et donc là, on va parler aujourd'hui de Tetra. Ouais. Et alors, du coup, c'est quoi Tetra? Parce que personnellement, j'en ai jamais entendu parler. C'est un financement, c'est une préco, c'est un jeu écrit par Christophe Mozilla, qui est aussi connu sur Internet comme s'appelant Conrad, qui est l'auteur de Soleil Noir, un jeu sur la Seconde Guerre mondiale, et de Tiamat. Ah oui, Tiamat, voilà, maintenant je raccroche. Voilà, Tiamat, tu raccroches, effectivement, c'est un jeu gratuit qui est fait pour émuler les jeux de combat, les jeux de baston, hein, à la Tekken, à la Street Fighter, avec un univers bien développé derrière, très mystérieux, un jeu à secret. Mustapha Benabi, donc Moussa, il est connu aussi parce qu'il est illustrateur, donc c'est lui qui a fait l'illustration du jeu. Il a travaillé notamment pour Wulin, si je me trompe pas, si je ne veux pas dire de bêtises, voilà, désolé si je me trompe, mais il me semble que... Il me semble que c'était ça, oui, parce que j'avais aussi entendu ce nom, mais et aussi pour Capitaine Vaudou. Ah bah, voilà, c'est peut-être pour ça. Maintenant. Je comprends mieux maintenant. Tu vois d'où ça vient. Hein. Donc là, ils sont tous les deux sur ce jeu. Donc Tetra, c'est un jeu qui est en vente sur lulu.com si vous voulez la version imprimée, sinon qui peut se récupérer en PDF. Hein. C'est un print on demand, ce n'est pas un jeu qui sort en boutique. D'accord. Moi j'aime bien déjà, premièrement, j'aime bien le petit fond là qu'on a mis, la petite carte avec le petit bateau et tout ça, j'aime bien la patte graphique comme ça, je trouve ça assez sympa, ça met directement dans le ton. Après je suis pas fan de tout ce qui est manga, ça je pense que c'est plus un secret. Après j'ai rien contre non plus, mais j'aime bien tout ce qui est coloré quand ça donne un petit peu comme ça d'envergure au truc. Donc alors du coup c'est quoi Tetra? Finalement t'es pas si loin parce qu'effectivement il y a un gros style manga qui tranche un petit peu avec les autres jeux que les deux auteurs nous ont déjà livrés. Parce que Capitaine de Vaudou, j'ai pas vu ça. Oui, mais à la limite, Conrad, il n'a pas travaillé dessus, mais quand tu regardes Tiamat, par exemple, les illustrations, l'univers, c'est vrai. Voilà, il n'est pas très manga non plus. Mais là, effectivement, c'est un jeu qui est véritablement fait pour émuler les JRPG, les Japanese Role Playing Game, les jeux de rôle japonais, en fait. Et surtout, quand je parle de JRPG, je parle surtout de jeux vidéo. En fait, c'est un jeu qui est vraiment fait pour tendre du côté d'un Zelda, d'un Final Fantasy Tactics, d'un Fire Emblem, un Bravely Default. Tous ces jeux sur DS tactiques. Comme ça à Tales... Attends, comment c'est déjà? Tales of Equestria. La série des Tales of, ouais, il y a Tales of Destiny. Ah Tales oui, exact. Tu vois, c'est un peu manga aussi, c'est un petit peu tactique. Et oui, exact, c'est vrai, j'y ai pas pensé du tout. Et RPG surtout. Voilà. Ouais. Bon, après, je sais qu'ils citent également Trine, Secret of Mana, des choses comme ça dans leurs inspirations. C'est vrai? Bah voilà. Le 3, j'adore. C'est le jeu pour jouer à Secret of Mana, en gros. Bon, alors là, alors autant t'étais mal parti avec du manga, du machin et tout, que c'est pas du tout ma cam. Autant là maintenant tu me parles de Secret of Mana, j'accroche déjà un peu plus. C'est ça. Alors du coup, le principe c'est que l'univers graphique se rapproche de ça, véritablement. Vous le verrez au fur et à mesure du feuilletage.
les personnages, les pouvoirs s'y rapprochent également, l'histoire, effectivement, voilà, ça ressemble beaucoup à tous ces JRPG qu'on a cités. Quelque chose qui part sur quelque chose d'assez manichéen, et en fait, on se rend compte derrière que bah, c'est beaucoup plus creusé de ça. Mais je vais pas en dire plus parce qu'évidemment, je veux pas spoiler, hein, donc je me limiterai à ce genre de choses. Et surtout, c'est un jeu de rôle tactique. Alors, il y a un jeu de rôle tactique et tactique. Hein. On peut jouer à Donjons et Dragons avec des cases, des pions, etc., les maîtres, etc. Voilà, évidemment. Mais celui-ci, c'est la crème de la tactique. Ça tend vraiment vers le jeu de figurines. Je dirais pas le wargame parce qu'on va pas non plus jouer des armées, mais ça me rappelle énormément un jeu comme le X-Wing figurine ou des choses comme ça, parce que les coups spéciaux, les pouvoirs, tout le mécanisme de combat, il est basé sur du quadrillage. Ça veut dire que chaque coup que vous allez faire va aller dans une direction de cases, va traverser tant de cases. Vous pouvez vous déplacer de tant de cases quand vous vous déplacez. Si une case est bouchée, c'est un déplacement difficile. S'il y a un ennemi devant vous, vous pouvez pas avancer. Voilà, ce genre de choses. En fait, c'est vraiment fait pour jouer sur de la battle map. D'accord, c'est Et tout le système va éliminer ça. wargame, quoi. D'accord. Ouais, c'est un petit côté... voilà, ça tend un peu du côté jeu de société. Et ça développe vraiment ce côté-là tactique, en fait, du JRPG. Ça peut avoir son charme. Personnellement, j'ai jamais, jusqu'à présent en tout cas, éprouvé ni le besoin ni la nécessité d'aller jusque-là dans les jeux qu'on connaît, mais en même temps, les jeux qu'on fait actuellement sont pas des jeux qui s'y prêtent. Non. Même si Donjons et Dragons, on peut vraiment le jouer vraiment très tactique, nous, on fait ça un petit peu plus narratif, on survole un petit peu tout ça de loin. Après, s'il y a un jeu qui est vraiment adapté pour ça peut être sympa aussi, voilà. selon les envies. C'est vrai qu'on est beaucoup à utiliser des battle maps, mais plus pour l'ambiance et pour se figurer un petit peu l'espace et où sont placés les personnages. Ouais. Voilà. Sans utiliser vraiment le quadrillage ou la distance. Là, pour le coup, faut vraiment utiliser ça et c'est vraiment fait pour. Donc, c'est une énorme part du jeu et il faut pas passer à côté de ça. Vous ne pouvez pas passer à côté de ce combat tactique si vous jouez à ce jeu-là, en fait. Véritablement, sinon vous passez à côté du jeu. Le principe, c'est que vous allez d'abord découvrir un peu le monde de Tetra sur 29 pages, je crois, quelque chose comme ça. Vous avez 29 pages sur le monde de Tetra, qui présente un petit peu sa géographie et son monde à l'heure actuelle, d'accord. On va pas du tout partir sur des explications, il y a 2000 ans il s'est passé ça, et il y a 3000 ans la déesse machin, elle a enfanté le monde, et non, c'est véritablement, voilà, c'est au jour d'aujourd'hui, voilà où on en est, point. D'accord. On va vous parler c'est un jeu Medfan, oui, c'est un jeu Medfan, oui, tout à fait. Qui s'embête pas d'un énorme background dans la lurgité, en fait, véritablement, c'est un jeu qui est vraiment fait pour jouer assez rapidement. D'accord. Genre voilà, Oui, on présente. Des fois, c'est bien d'aller à l'essentiel. Oui, oui, qu'on n'ait pas un développement tolkienien non plus sur tous les jeux, c'est bien aussi. Hein. Ouais. D'accord. Donc voilà. Ensuite, la création de personnages. Indispensable. Bah oui, surtout dans un jeu comme ça. C'est ça. Qui s'étend sur 20 et quelques pages. Les règles de jeu. Les deux combats, c'est assez court, hein, c'est une quinzaine de pages, les règles de jeu. Hein. Parce que finalement, c'est assez simple, vous allez voir, les règles de jeu sont assez simples. Les pouvoirs qui vont prendre pas mal de place parce qu'évidemment chaque pouvoir est décrit avec tous ses effets et les cases qu'il va affecter. Donc évidemment les pouvoirs sont pas mal décrits sur une vingtaine de pages, un peu moins. La partie MJ qui s'appelle Légende. Légende, ouais. On va découvrir un peu plus les secrets de Tetra et on va parler un peu plus de ce qui s'est passé avant, mais tout ça c'est pour éclairer ce qui se passe maintenant. Donc c'est très intéressant, voilà, cette vision des choses. Et à la fin il y a 2 scénarios. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien. Ah oui, ça c'est bien. On a beaucoup trop eu ces derniers temps de bouquins de base où il n'y avait pas de scénario dedans. Et je trouve que ça manque. Je suis d'accord. Pour moi, enfin bon, je l'ai déjà dit sur plusieurs vidéos, je comprends pas qu'en 2021 maintenant, donc c'est la première fois que je vais le faire cette année, je comprends pas qu'en 2021 on ose sortir un jeu de rôle, un livre de base sans mettre un scénario dedans, quoi. Voilà, c'est pas seulement parce que les MJ sont feignants ou là tu sais pas inventer de scénario. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est aussi pour appréhender facilement le système de façon didactique, appréhender l'univers de façon didactique et comprendre, je pense aussi, la démarche des auteurs dans leur jeu en fait. Et les scénarios ça aide beaucoup à se figurer comment les auteurs imaginent qu'on joue à leur jeu. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'on n'a pas tous des années d'expérience dans le jeu de rôle ou quoi. Quelqu'un qui voudrait se lancer dans le jeu de rôle, qui connaît pas trop,
qui a besoin voilà, d'un petit peu de support pour pouvoir se lancer. Avoir un scénario dans le livre de base, je veux dire, une fois que tu t'es tapé tout le système, la création de perso et tout ça, le mec qui a pas l'habitude de faire du JDR, hein, il arrive et puis il sait pas quoi jouer, quoi. Enfin, personnellement, pour l'avoir vécu quand j'étais gamin, c'est terriblement frustrant, en fait. Ouais, Donc, c'est voilà. vrai. Il faut penser à tout le monde, hein, de toute façon. Oui. Donc voilà, donc petite intro sur comment on joue à un jeu de rôle, comment ça se passe. La carte Oh, du j'aime monde. bien. Ouais, la carte du monde. Joli, ouais. Ouais, tu vois, finalement, c'est assez resserré parce que tout va se passer autour du royaume de Tétra, qui donne son nom au jeu. Le royaume de Tétra est au milieu. Ils sont entourés de l'archipel des lunes, de la cité volante de Perce-Nuage, de sombres cœurs et des sables brûlants. Donc c'est assez... Je dirais pas c'est stéréotypé, mais voilà, vous avez les pirates à l'archipel des lunes, vous avez les magiciens dans la cité volante de Perce-Nuage, vous avez les géants dans les montagnes, vous avez Sombre Cœur, je vous laisse deviner à votre avis qui sont ces personnages, et voilà, sable brûlant avec le calife, etc. C'est volontairement, je vais dire stéréotypé, mais c'est pas négatif, c'est volontairement stéréotypé, parce que ça reproduit véritablement ce qu'on connaît des jeux tactiques japonais, en fait. Après, il n'y a pas besoin de toujours vouloir chercher l'originalité ou quoi. Il y a des choses qui sont simples, qui sont classiques, qui fonctionnent très bien. Et si elles sont bien amenées, si elles sont bien encadrées ou quoi, pour moi, il y a aucun problème à revenir un peu aux sources, à revenir un peu à des trucs qui sont déjà vus et à les exploiter d'une façon un peu différente, puisque là, on parle d'un jeu tactique, donc il y aura fatalement des trucs vraiment différents. Donc personnellement, voilà, c'est pas du tout le genre de truc qui me rebute, même si c'est vrai que médiéval fantastique, bon, c'est vrai qu'il y a sur le marché, il y en a quand même beaucoup. Il y a pléthore, mais moi j'apprécie vraiment quand ça assume à fond ce que ça veut faire en fait. Globalement, je vais vous le dire, le style graphique, la maquette, elle est très bonne. Elle est très bonne parce que elle assume ce qu'elle veut, à quoi elle veut tendre, à quoi elle veut rendre hommage, et ça n'en dévie pas. Ce qui fait qu'il y a une vraie cohérence graphique. Chaque comté de Tétra est expliqué sur une double page avec le personnage qu'il dirige sur le côté avec ses stats et ses pouvoirs. Voilà, on passe sur les différents royaumes qu'il y a autour de Tétra. Je pense que j'ai bien aimé Sable Brûlant, moi, je sais pas pourquoi. Ça rappelle un peu Capharnaüm, c'est pour ça? Ouais, exactement. Il y a un peu de ça, hein. Perce-Nuage, à partir à l'aventure, créer le personnage. Alors, ça arrive assez vite, hein, vous voyez, hein, ça arrive assez vite sur la création de perso. Principe intéressant, j'aime bien, c'est que, vous le verrez, c'est la fiche de personnage que je vais vous montrer un peu plus loin. Ça c'est un truc que je peux dire tout de suite. La fiche de personnage, elle n'est pas à la fin du livre. Et elle n'est pas dans le sommaire. Ce qui fait, tu vois, actuellement, je suis en train de tourner un peu dans tous les sens et je l'ai un peu perdu. Une petite critique de mise en page, enfin critique. Après, c'est un avis perso, je sais pas ce que t'en penses toi. Mais ouais, je suis d'accord. C'est vrai. Bon, déjà, elle est pas dans le sommaire. Et c'est vrai que je me suis un peu habitué à la voir à la fin du bouquin. J'ai deux avis. Alors, le premier, c'est j'aime bien qu'elle soit là. Pourquoi? Parce qu'en général, quand tu fais la création de personnages, en tout cas sur une partie en présentiel, tu tournes les pages avec le joueur et tout ça, et quand tu tombes sur cette fiche de personnage, le joueur qui probablement a sa photocopie à côté peut remplir en même temps et tout ça, donc ça évite de manipuler le bouquin ou quoi. D'un autre côté, voilà, si tu as besoin de l'imprimer ou quoi que ce soit, si t'as pas le PDF à côté, là, le livre, il est torpillé. Alors après, tu peux télécharger évidemment la fiche de personnage en PDF sur le site, sur le blog, évidemment. Mais voilà. Je suis d'accord. En fait, l'endroit où il est placé, c'est intéressant parce que c'est dans la création de personnage, et une fois que tu as fait tous tes dons, tes machins, juste avant les pré-tirés, t'as la fiche de personnage. Moi, c'est vrai qu'en règle générale, j'aime bien la fiche de personnage à la fin. Idem pour les pré-tirés, sauf si, effectivement, j'aime bien aussi qu'il y ait un exemple de personnage, ou en tout cas de création de personnage quand on fait la création de personnage avec un joueur. Ça aide à dissiper certains malentendus sur les règles qu'on n'aurait pas compris ou quoi. Mais c'est vrai que voilà, pour moi, les pré-tirés se mettent généralement soit en annexe à la fin du bouquin, soit juste avant ou juste après les scénarios que le bouquin propose. Sans rentrer dans le système de jeu tout de suite, un truc que j'ai bien aimé, c'est que chaque carac, force, sens, intuition, esprit, est relié à une couleur en fait. À une icône et une couleur. Alors déjà, sur la fiche de personnage, c'est très intéressant. Moi, je l'ai toujours dit, j'aime bien quand il y a des icônes différenciées pour chaque chose, parce que ça permet pas mal à des personnes de se repérer. Je pense notamment aux jeunes joueurs ou à certaines personnes qui ont un handicap, avec qui j'ai travaillé notamment. Ils se repèrent vachement mieux avec des icônes colorées qu'avec des mots, en fait. Et là, tu vois, d'avoir le petit feu à côté de force en rouge, le petit bleu à côté de sens, et que les pouvoirs ensuite que vous avez se réfèrent à ces stats. Et du coup,
ont la couleur qui correspond à la stat. Par exemple, tous les pouvoirs de frappe sont associés à la force et donc au feu. Et donc tous les pouvoirs de frappe, ils sont en rouge quand vous allez faire votre personnage. Ta force et santé aussi en rouge, par exemple. Voilà, oui, parce qu'après, tu as les caractéristiques dérivées, mais on en reparlera après. Mais du coup, voilà, ce qui fait que du coup, il y a une cohérence là-dedans, et c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver, parce que, voilà, la couleur rouge, elle est associée à la force et au feu. Et du coup, chaque fois qu'on va parler de quelque chose en rapport avec la force, pouf, ça sera en rouge. Dans les pouvoirs, dans les... Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien pensé, vraiment pratique. On vous présente un peu la création de personnages, les pré-tirés, les règles de jeu. Il y a pas mal de recettes pour créer des potions vous-même, donc il faut aller acheter ou chercher les composants, qu'est-ce qu'il faut pour les faire. J'aime bien le petit, voilà, comment se présenter, c'est sympa. Récompense et évolution, c'est à la page 121, donc c'est après tout ça, c'est après tous les secrets de MJ. Comme si les récompenses et évolution, c'était un secret de MJ en fait. J'aurais vraiment préféré que ce soit avant. Que ce soit genre après la création de personnage. Récompense et évolution, je l'aurais mis, ouais, exactement, après la création de personnage, en fait, exactement. Non seulement parce que ça permet au joueur de se rendre compte un petit peu comment son perso va évoluer, mais aussi parce que tout le long du bouquin, notamment dans les pouvoirs et tout, on va faire référence aux pouvoirs avec papillon. Et quand tu regardes la fiche de personnage, j'y retourne, là voilà, tu vois qu'il y a effectivement certains pouvoirs qui ont un papillon à côté. Des cases de pouvoirs qui ont un papillon à côté. Et donc tout le long du bouquin, on va dire, ah là là, telle chose, ça fait qu'on peut plus activer les pouvoirs avec papillon. Et tu te dis, mais du coup, c'est quoi le principe? Pourquoi je vais mettre un pouvoir sur un papillon? Tu comprends mieux à quoi servent ces papillons. En fait, c'est ce qui va te permettre de monter, d'évoluer ton personnage. Mais du coup, c'est vrai que tout le bouquin, on te parle des pouvoirs avec papillons qui sont bloqués par tel pouvoir. Et tu te dis, bah oui, mais ça... Enfin, voilà, j'avais pas compris avant de voir la partie évolution du personnage, à quoi faisaient référence ces pouvoirs avec papillons et quel était l'intérêt de les avoir, en fait. Et je pense que ça aurait mérité de le mettre plus tôt. Du coup, oui, effectivement, ça a plus de sens de le mettre justement pendant ou après, juste après la création de personnage. Du coup, ça après, j'ai pas lu le bouquin, mais je suppose que ça faciliterait la compréhension de certains pouvoirs par la suite, quoi. Je pense. On a un petit bestiaire, on a les scénarios, et à la fin, on a toutes les planches à imprimer, découper, parce que c'est un jeu tactique, donc toutes les icônes. Tous les icônes pour la campagne, les petites aides de jeu et les battle maps. Mais ça peut être vachement bien. Bon, alors je sais que nous on joue quasi exclusivement en virtuel, mais je pense qu'en présentiel ça peut être vraiment sympa, n'empêche d'avoir ces pions de bouger comme ça peut avoir un côté stratégique. Mais ça va tout à fait dans je vais dire le mini wargame en fait, et ça s'assume totalement. Et j'ai vu notamment sur Casus No que par un moment donné ils ont fait une démonstration à Montbéliard, je crois, où en fait ils ont fait une partie à 20 joueurs. Parce qu'en fait, ils ont fait une espèce de wargame, en fait. C'est-à-dire c'était la prise d'un château, tout le monde jouait un personnage, et ils jouaient avec les règles du jeu de rôle, en fait. Donc c'est vrai qu'on était plus dans le jeu et moins dans le rôle, on va être d'accord, mais le jeu s'y prête, en fait. L'histoire, rapidement, hein, et après on passera au système. Écoutez, ça prend place dans le royaume de Tétra, qui est le royaume que vous voyez, quasiment en plein centre en fait du jeu. J'adore cette carte. Ouais, j'aime bien aussi. Le royaume de Tétra, où en fait, il y a un roi qui est bon, qui s'appelle Conrad, référence. Mais le royaume est en train de dépérir, véritablement, et il y a un petit côté magie noire derrière, sortilège, on ne sait pas trop. Et donc, le royaume a besoin de héros. Et c'est la base du jeu, voilà. Je vais pas aller plus loin parce que c'est véritablement la base du jeu. Et c'est là-dessus que va se créer tout le jeu, quoi. C'est vachement marrant parce que ça fait vraiment penser, comme tu disais tout à l'heure, un côté classique, un côté basique, mais dans les animes, souvent, c'est souvent ça. C'est les trucs vraiment, il y a les méchants qui vont arriver, nous on est les gentils, et c'est très... comment dire, très manichéen. On sait à quoi s'attendre en fait. Voilà, et toujours après on se rend compte que c'est pas aussi simple, mais j'en dirai pas plus. Voilà, sombre cœur qui manigance derrière, on se demande qu'est-ce qui se passe là-bas et qu'est-ce qu'ils vont nous envoyer sur la tronche. Il y a les petites intrigues de la sombre à sabre brûlant, il y a une intrigue avec l'archipel des lunes et les pirates, donc voilà, c'est le principe de base. À partir de là vous brodez, il y a des scénarios officiels qui existent qu'on peut acheter, télécharger pour commencer une petite campagne. Des personnages intéressants, les pré-tirés du livre. Donc voilà. Et du coup, selon toi, comme style de jeu, puisque moi je n'ai pas lu de scénario, rien du tout, c'est plutôt, parce que bon, on a bien compris que c'était très wargame, très tactique et tout ça, mais est-ce qu'au niveau RP pur, est-ce que c'est un jeu où tu vas voyager beaucoup? Est-ce que c'est plutôt, pas bac à sable, mais est-ce que tu restes plutôt tout le temps dans le royaume de dans le royaume de Tétra, mais non, est-ce que
Voilà. Tu peux effectivement sortir de Tetra. Alors, le voyage en lui-même n'est pas une mécanique, si ce n'est les rencontres que tu peux avoir à l'intérieur. Ça mériterait d'être peut-être développé, à voir, hein, un peu à la Ryutama. Mais non, tu n'es pas, t'es pas cloisonné au royaume de Tetra. On te présente bien toutes les provinces. Et je sais, pour avoir suivi un petit peu sur le forum du créateur du jeu, que eux-mêmes, ils ont fait une campagne dans l'archipel des Lunes, par exemple. D'accord. Donc non, t'es parfaitement ouvert. Et chaque petite zone a ses petits secrets, en fait, que tu découvres après. Et la récompense peut aussi être une mécanique de jeu. Par exemple, chercher un grimoire pour apprendre de nouveaux sorts, c'est une mécanique de jeu, finalement. Et donc de voyager pour aller chercher des secrets, chercher des choses, c'est une mécanique de jeu, d'aller autre part pour ça, pour découvrir des choses. Et sachant qu'en plus d'être une mécanique de jeu, ça pourrait carrément faire en fait des scénarios au final. Oui, c'est un moteur, tout à fait, quoi. Plus un moteur qu'une mécanique d'ailleurs. Donc voilà. Après, à voir s'il y a peut-être des suppléments qui vont développer chaque région, chaque zone, mais tu vois, il y a de quoi faire. Est-ce que quand tu level up, il y a un visuel avec une petite flèche. Non, par contre, il y a un truc dont j'ai pas parlé parce que je l'ai passé vite parce que c'était dans les secrets, mais en fait, tu vois cette carte-là, il existe une carte secrète. Il y a une carte dans la partie MJ avec où tu vois plus visuel là, mais où tu vois les secrets, en fait. D'accord. Des zones un peu secrètes. Ça, c'est plutôt bien. C'est super cool. Ah, j'ai beaucoup aimé cette idée-là, d'avoir la carte secrète du monde, en fait, avec ce qu'il y a en dessous. Enfin, voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, il y a cette carte-là en mode secret, et c'est vraiment sympa, et pour le MJ, ça donne pas mal d'idées. La mécanique de jeu, ça se base sur tous les dés classiques qui existent, les 4, les 6, les 8, les 10, les 12, les 20. D'accord. On les voit là. Okay. Et Savage World, Faces. Voilà, exactement. J'allais te dire, c'est comme Savage World, Faces, c'est-à-dire que tu vas associer une valeur à chaque caractéristique, force, sens, intuition et esprit, qui sont là. Ta valeur va te donner le dé que tu vas lancer. Si tu as 3 en force, tu vas lancer un dé 8. Si tu as 4, tu vas lancer un dé 10. Si tu as 2, tu vas lancer un dé 6. En fait, tout simplement. Voilà comment ça marche. Et de ces valeurs-là vont découler tes valeurs dérivées. Donc ta valeur de force va te donner combien tu as de santé, ta valeur de sens va te dire combien tu as de défense, ta valeur d'intuition va te donner combien tu as de vitesse, et ta valeur d'esprit va te donner tes points de volonté. Les points de volonté, tu en as besoin pour déclencher tous tes pouvoirs, que ce soit un pouvoir physique, un talent physique, comme faire plus de dégâts quand tu vas frapper, ou frapper en diagonale, ou frapper tout autour de toi, ou que ce soit un pouvoir magique, tout s'active avec des points de volonté. Donc évidemment, un magicien aura plus intérêt à mettre beaucoup d'esprit pour avoir beaucoup de points de volonté. Ouais, donc on est encore dans un jeu avec des caractéristiques horribles dans le sens où elles sont toutes utiles en fait. Et donc tu sais pas comment les répartir quoi. Ouais, oui et non. Après, finalement, entre un D8 et un D6, t'as pas une grosse différence quand tu vas lancer un dé, tu vois. Donc, mais ça va t'obliger à faire des choix pour la suite, effectivement. Mais quand je dis horrible, c'est le côté bien du truc. C'est-à-dire que justement, quand tu sais pas quoi choisir, c'est qu'en règle générale, le jeu est bien ficelé. Oui. Après, tu vois, les cartes sont resserrées énormément. Ça correspond beaucoup à un jeu vidéo, finalement. Les cartes sont resserrées autour de 4, et ces 4-là font tout derrière. Donc, oui, ça c'est un truc que j'apprécie, c'est qu'il n'y en ait pas 36 000. Parce que justement, si c'est un jeu tactique, autant aller à l'essentiel. En fait. C'est ça. Il n'y a pas de compétences, hein, c'est juste, c'est pur. C'est quand tu fais un jet, c'est juste tu vas lancer le dé qui est associé à une des 4 caracs. Voilà. Tout ce qui est charisme, c'est basé plutôt sur l'intuition. Tout ce qui est intelligence, basé sur l'esprit. Voilà. Ce genre de choses. Ok. Ensuite, à partir de ça, ton personnage, il est déterminé par son origine, évidemment, s'il vient de Tetra, de son broker, etc. Et ensuite, tu as un don. Alors, le don, il est proposé de le tirer au sort. Avec un des 12. Ah, tu as senti que, voilà, l'aléatoire dans la création de perso, c'est pas mon truc. Moi, perso, c'est pas un truc. Non seulement, voilà, déjà, alors à moins que le jeu s'y prête, comme par exemple Donjons et compagnie, là, on est sur un jeu tactique. Et on a un don aléatoire. Enfin, voilà, perso, moi, ça me plaît pas. Alors, sachant que moi, je suis un peu partagé parce qu'effectivement, il y a le côté aléatoire du D12. Par exemple, les dons, le principe du don, c'est souvent que tu vas augmenter d'un cran ton dé. Dans une situation précise. Par exemple, quand vous allez tenter de séduire quelqu'un, considérez que votre dé d'intuition est augmenté de 1. En gros, tu vas lancer un D8 et puis un D6. Au-delà de ça, sans forcément parler d'optimisation ou de qu'est-ce qui va bien ou autre, il faut que ce soit intéressant. Si tu joues à un magicien qui n'a pas d'arc, voilà, c'est un truc qui lui servira jamais. Ouais, c'est ça. Donc, sans forcément que le magicien ait cherché forcément un don qui soit vraiment fumé pour sa spécialisation,
au moins un truc utile. Mm. Donc c'est vrai que l'aléatoire là-dessus, je suis pas fan. Après, on en reparlera, mais il y a des mécaniques qui font qu'on peut empêcher un magicien de lancer des sorts, et dans ce cas-là, il faut bien qu'il puisse se débrouiller sur autre chose. Donc du coup, c'est bien d'avoir une petite capa secondaire. Mais voilà, et en même temps, de laisser les joueurs choisir, ben, j'ai peur que ce soit trop fort. Donc il y a le côté à la fois, ouais, l'aléatoire, ça peut être dommage, mais en même temps, laisser choisir, ça peut être, entre guillemets, dangereux pour l'équilibrage. Peut-être que ce qui aurait pu être intéressant de faire, c'est de l'aléatoire contrôlé, dans le sens où le personnage qui joue, je sais pas, un chevalier, comme tu dis, il va tirer un jet dans une table aléatoire de chevaliers, où toutes les dons concernent les chevaliers. Ça évite de tomber sur un truc vraiment moisi, et puis ça reste thématique. Après, il faut savoir que dans la création de perso, le choix de ton académie, en gros, ton orientation, plutôt archer, plutôt chevalier, plutôt magicien, plutôt roublard, ou plutôt social, entre guillemets, c'est décidé tout à la fin. Donc il y a un petit côté, un donjon et dragon à l'ancienne, genre tu tires d'abord tes caracs, et après tu choisis ce que tu veux jouer. Alors que c'est vrai que nous aujourd'hui on est plutôt du style je veux jouer ça, comment je fais, tu vois, c'est plutôt l'inverse. Donc à voir. Après le maître de jeu fait comme il veut, mais oui, ça s'adapte. Voilà. Tu lances 2 dés, tu tires celui que tu veux, voilà, on va voir. L'héritage c'est pareil, t'as un héritage qui dépend de ton origine, qui va te donner un truc, genre un chaudron, une potion de force, une épée magique, voilà. Pareil, c'est tiré de façon aléatoire. C'est vrai que sur le coup, un joueur qui va tirer une potion de force, objet d'héritage, le foulard de ton ancienne copine, ou de ton ancien copain, et l'autre il va tirer une épée magique ou une fée protectrice, il y en a un qui va se sentir un peu lésé. Tu vois, genre ouais, moi j'ai tiré un foulard, lui il a une fée, tu vas le suivre en PNJ, tu vois. Tu vois, autant les dons, l'aléatoire ne me plaît pas, autant un héritage, si on le voit d'une façon RP, c'est un héritage. Donc tu choisis pas qu'est-ce qu'on te donne en fait. Donc tu peux, ça encore à la limite tu peux trouver, et puis justement ça peut être rigolo justement de trouver une utilité à cet objet pour un personnage qui a priori n'en aurait pas besoin. Alors ça peut être intéressant. C'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait il y a une toute petite phrase qui dit les secrets de certains héritages sont révélés au MJ dans le chapitre objet magique page 106. Et je pense qu'il faudrait insister là-dessus, parce qu'en fait finalement tes objets d'héritage, quand t'as l'impression d'avoir tiré un objet inutile, genre un chaudron, le chaudron de ta grand-mère, point. Tu fais, ah ouais, génial, lui il a chopé une épée magique et moi j'ai chopé un chaudron. Mais en fait, tu te rends compte, dans la partie MJ, que finalement, tous les objets, ils ont une utilité à un moment donné, en fait. Ils ont à un moment donné, ils peuvent servir. Et je pense que ça, faudrait que le MJ insiste dessus quand il va faire la créa avec ses personnages. Vous inquiétez pas, tout ce que vous allez choper va être utile. C'est un héritage par région géographique. Donc en gros, si par exemple je fais un personnage, comme ce qui va arriver d'ailleurs, de Sables Brûlants, qui vient des Sables Brûlants, je crois que c'était le nom, je vais avoir un objet en rapport avec cette thématique. C'est ça, tu vas lancer un D10 sur la table de Sables Brûlants. Tu vas choper un tapis, un turban, un éventail, un scorpion, un Wistitut. Voilà, et ben voilà, genre voilà, tu chopes un tapis, il est très beau, il est encombrant, mais il vole pas. Mais voilà, il vole pas. Mais voilà, je pense que tu imagines à quoi pourrait peut-être servir ce tapis. Et c'est le genre de choses qu'un MJ peut peut-être sous-entendre à un joueur, tu vois, quand il va le créer. D'accord. Tu choisis ton académie. Ton académie, c'est tout simplement ton orientation de pouvoir. Est-ce que je vais me baser plus sur des pouvoirs de frappe avec la force, des pouvoirs de tir avec le sens, des pouvoirs d'expression avec l'intuition, ou des pouvoirs magiques avec l'intuition, je crois. Et rassure-moi, c'est pas aléatoire. Dans l'esprit. Non, c'est pas aléatoire, c'est toi qui choisis. Tu choisis tes pouvoirs là-dedans, ton arme, tes ressources, etc. Et là, tu remarques qu'il y a l'école de la roublardise. Mais, professeur Kiefer, nous n'avons que 4 caractéristiques, et nous avons 5 écoles. C'est ça. Comment cela se fait, ça ? En fait, la roublardise n'est associée à aucune école, tout simplement. On est à aucune carac, en fait, tout simplement. D'accord. Et ça a son importance pour l'évolution du personnage. Quand vous allez vous battre, hop, vous avez des actions, réactions, etc. Vous pouvez faire un déplacement, une attaque, ou faire un double déplacement. Si vous passez sur une case qui est pleine, vous vous déplacez moins. Parce que du coup, faut compter que tu enjambes quelque chose. Il y a un concept intéressant qui s'appelle les effets néfastes. Et c'est pour ça que c'est intéressant de peut-être un peu biclasser ton personnage. Parce que il y a certains effets, certains pouvoirs que tu vas activer toi, ou que certains PNJ vont activer, qui vont t'infliger des effets. Des petits tokens d'effets. Et là où c'est intéressant, c'est qu'un effet, ça a une grosse incidence sur ton personnage, parce que l'effet affaibli, qu'on voit ici, il est associé au feu, donc à la force, tu vois, il y a toujours un petit rapport. Et le principe, c'est que quand tu chopes un effet, ça va réduire ton dé à D4. Un personnage qui est affaibli, ça va donc toucher sa force, et son niveau de force, il passe à 1, et il lance plus qu'un D4. C'est-à-dire que tu as beau avoir D20 en force, si tu es affaibli, tu lances un D4.
D'accord, oui, donc ça peut être vraiment très handicapant si tu joues un chevalier ou un truc un peu Voilà, qui va c'est ça. frapper, Donc, quoi. à partir du moment où, par exemple, tu joues un magicien et que tu attrapes l'effet stupide, genre un magicien Mmh. adverse te met l'effet stupide, eh ben ton niveau d'esprit passe à 1, donc tu passes à D4, donc bah, ton magicien, ça devient plus chaud, le jeu D'accord, magicien. d'accord. Donc j'imagine que pour contrebalancer, il doit y avoir des pouvoirs ou des capacités qui permettent d'enlever ça. Voilà, et notamment bah, toute l'école de la parole, j'ai perdu le nom, je vais le retrouver. Hop. Les expressions, elles vont avoir pour effet, par exemple, d'immobiliser ou d'enlever certains D'accord, états, par exemple. Tu vois? d'accord. Donc Il y on a un est peu cet vraiment effet-là. sur un jeu où j'imagine que la conception du groupe est importante. Tu peux pas y aller Oui. avec n'importe quoi. Il Non, faut non, quand bien même, sûr. j'imagine, un tank, un soigneur, comme un Ouais, peu dans, alors, dans certains jeux de il peut rôle, y quoi. avoir cet effet-là. Après, tu peux te retrouver très vite avec des personnages qui, oui, effectivement, vont... Bah oui, voilà. Après, c'est le même principe. C'est un peu stéréotypé JRPG, quoi. Véritablement. D'accord. Il y a un côté contrôle tactique qui est très intéressant. Déterminer ce qu'est un PNJ pour lui infliger le bon effet, ça peut te sauver un combat. D'accord, ouais, Véritablement. ouais, d'accord. Et du coup, une question que je me pose, si on reste dans cette optique de combat tactique et tout Mmh. ça, alors effectivement, dans n'importe quel jeu de rôle, les joueurs peuvent mourir lors d'un combat, mais Mmh. faut rester crédible, ça arrive quand même quasiment jamais. Mmh. Là, qu'est-ce qui se passe du coup si au niveau du tactique, tu fais tu fais des mauvais choix, tu peux véritablement perdre Oui, ton personnage, quoi. oui, oui. Oui, 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 D'accord. il te parle de la mort du personnage assez vite dans Il n'y a pas de dans mode les règles. fuite, tu Il y a, sais, où il y a un tu... mode fuite, si, il y a un mode fuite, il y a un Ah, mode d'accord. fuite. Et ça a l'air d'être quelque chose qui est très pris en compte parce que plusieurs fois, il rappelle au maître de jeu que si les joueurs fuient trop, il ne faut pas les récompenser. Et là, je repense à un truc que j'ai cru voir qu'il y avait que des humains en termes de personnages. Il y a pas de race exotique ou des Non, trucs non, un non. peu comme ça? Non, non, que des humains. D'accord, c'est assez dommage pour un jeu un peu typé fantasy comme ça. Il y a des créatures qui existent, hein, c'est pas que des Oui, foules humains. Il y a des ogres, il y a des... Ah, j'ai perdu le nom. voilà, mais c'est que pour les, c'est que pour les Ouais, adversaires, que en pour les fait. PNJ, hein, effectivement. D'accord. C'est ça. Parce que finalement, tes origines, c'est bah, tu viens de telle contrée, telle contrée, telle contrée. Après, j'ai pas lu quelque part qui t'empêchait de jouer autre chose, mais Oui, faut rester ça cohérent avec t'apportera rien de l'univers, plus quoi. Voilà. hormis du Faut visuel, rester quoi. cohérent avec l'univers aussi, quoi. Hmm, d'accord. Voilà ce que je peux en dire en tout cas du système. Et puis derrière, voilà, il y a un principe intéressant, c'est que par exemple, si vous avez une épée et que son effet à l'épée c'est d'être D10, et ben si vous utilisez cette épée, vous n'utilisez plus votre dé de force, vous utilisez le dé de l'épée pour taper. Donc Et voilà, du coup, comment ça marche si t'as l'effet affaibli? son niveau de force passe à 1 et il ne peut pas remplacer son dé de force par celle d'une arme. Donc voilà, D'accord. effectivement, Ouais, ils ont même tout si tu as une prévu, arme, ils ont hein. tout prévu. Hein. Subir un effet, c'est très très handicapant dans ce jeu. Parce que ça remplace ton J'imagine dé que et ça t'empêche de relancer. Hmm. Mm. Et j'imagine que le sel du jeu, c'est aussi d'avoir des personnages capables d'en infliger à l'adversaire, justement pour faciliter les dégâts. Et oui, Ou, et oui. D'accord. Et oui, parce Ouais, que ouais, les combats sont pas forcément équitables. Hein. Quand tu joues à 3 et que tu chopes 6 ennemis, t'as vite intérêt à mettre des effets, sinon ça va être compliqué. Bah, c'est une mécanique intéressante. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de se servir de ce genre de choses. À tester, quoi. Ouais, à tester. Donc voilà, je pense, mais on va le tester. Je pense vraiment qu'on va le tester parce que c'est un jeu qui, je pense, on peut avoir un regard critique dessus, véritablement, quand on l'a testé. Je suis assez d'accord, ouais. Voilà, moi, qu'est-ce que j'ai écrit en conclusion je vais te la lire, hein, parce que je l'ai écrite sur mon téléphone. C'est un jeu sympa. C'est un jeu que j'ai trouvé très sympa, parce qu'il se positionne sur un créneau, sur 3 créneaux intéressants, en fait. Il y a un côté jeu de société. Et c'est vrai que je me rappelle toujours de Philippe Auribeau qui disait, quand il a fait Les Lames du Cardinal, qu'il y a assez peu de passerelles entre jeu de rôle et jeu de société. Et ben là, c'en est une. C'est vraiment un jeu de rôle qui tend vers le jeu de société, qui tend vers le jeu stratégique, le wargame en fait. C'est vraiment pensé pour du jeu de rôle sur case, du jeu de rôle tactique à fond, ça s'assume à fond, et c'est un truc qu'on a finalement assez peu, quoi. Ouais, puis encore une fois, c'est vrai que si tu joues ça en présentiel avec tes petits jetons et tout ça, ça ajoute, comme tu dis, le côté un peu ludique, le côté jeu de société où tu déplaces tes trucs, je veux dire, de façon un peu plus poussée que une battle map classique où tu as quand même moins d'enjeux, c'est juste un support visuel, quoi. Oui, puis là, souvent, disons que c'est utile. Un deuxième créneau, ça se pose sur le JRPG. Donc, c'est-à-dire l'ambiance, le style graphique, le style d'aventure du JRPG. Voilà, si aujourd'hui tu veux faire un Fire Emblem, tu prends ce jeu-là. Point. Si tu réfléchis plus à où est-ce que je prends Ryutama, où est-ce que j'adapte Donjons et Dragons, non, c'est vrai, tu prends ça. C'est fait pour. On prendrait pas du Toulouse et on l'adapterait? Arrête. Je te coupe en montage si tu continues. Et le troisième créneau, voilà.
Et je sais qu'il va te plaire celui-là parce qu'il m'a plu à moi. C'est un jeu qui se pose pour être joué sur du virtuel parce que une battle map avec des carreaux, des tokens et des pions d'affaiblissement, etc. Et c'est fait pour du Roll20, c'est fait pour du Fonderie VTT. Et c'est surtout fait pour du Fonderie VTT. Maintenant, le Fonderie VTT, ça gère un peu les murs, les portes, on avait vu avec Dungeon Craft, c'est ça? Oui. Dungeon Draft, ouais. Dungeon Draft, pardon. Tu peux y jouer sur table, tu vas déployer ta jolie battle map où tu vas la dessiner sur ta table. J'aime bien enfin, j'aime bien, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup les supports visuels dans tous les scénarios que je fais, même si ça n'a pas de combat, je mets quand même des battle maps parce que j'aime bien que les joueurs se représentent des trucs. Mais c'est vrai qu'en virtuel, je trouve que c'est assez intéressant que chacun puisse contrôler son propre personnage, le déplace, puisse avoir voilà, le côté combat tactique, je pense que ça peut être vraiment sympa. Ah, ça me rappelle quand j'étais gamin, pareil, je jouais un truc de figurine avec un mètre et tout pour mesurer le déplacement et tout ça. Et je me rappelle qu'il existait à l'achat en supplément, on va dire en DLC, des packs de scénarios, justement, où tu avais une carte sur laquelle tu lisais le truc et ça te donnait des objectifs différents que tu pouvais jouer tout seul ou avec des amis. Et ce genre de truc, ça pourrait être vraiment sympa. En plus, et en fait, tu prends ça et tu rajoutes une composante jeu de rôle par-dessus avec un scénario, avec voilà, de la découverte, du social. Voilà. Ça peut même être un truc, je vais pas dire sans MJ, mais pas loin. Tu chopes un scénario que quelqu'un d'autre a fait ou autre, tu te dis, bon, bah tiens, on est deux, on va se faire une petite partie et tout ça. Un mot sur le virtuel notamment, parce que si je vous en parle, c'est pas pour rien, parce qu'en fait, effectivement, il y a une fiche Roll20 qui est déjà disponible. Et l'auteur, éditeur, parce que c'est un peu le packaging, les auteurs, éditeurs plutôt, ils vont faire des packs, ils vont mettre des packs à dispo avec les cartes toutes prêtes, les pions tout prêts, les visuels. Ça permet de gagner beaucoup de temps, quoi. Ouais, c'est ça. J'en parle pas plus parce que c'est leur domaine et ceux qui en reparleront et tout n'est pas prêt, je crois. Ils sont en train de finaliser le truc. Mais voilà, en tout cas, ils vont proposer des packs à l'achat ou au téléchargement pour avoir tout de suite quelque chose de prêt avec leur scénario à eux, et les maps qui sont vraiment en rapport avec leur scénario à eux, tous les tokens qui sont prêts, prêts à être importés dans votre logiciel de VTT, quoi, ou à être imprimés, et j'en parle assez souvent des éditeurs, je trouve, qui ne prennent pas le créneau du virtuel. J'ai envie de dire, entre guillemets, il y a un marché dans le jeu de rôle virtuel qui n'est pas souvent pris en compte. Ça prenait déjà beaucoup d'ampleur déjà de base, ça s'est quand même considérablement accentué, je sais pas si on va dire grâce ou à cause, mais du confinement. Quand je vois par rapport à notre chaîne, quand je vois par rapport à nos proches ou même sur les forums de jeux de rôle virtuels sur lesquels on va, il y a quand même une vraie demande, il y a quand même énormément de joueurs qui commencent à s'y intéresser et tout ça. Et c'est vrai que je trouve ça dommage que certains éditeurs prennent ça un peu, pas à la rigolade ni de façon dédaigneuse, mais ouais, qui le prennent pas en compte, tout simplement. Qui prennent pas au sérieux, peut-être, tout simplement. Qui le considèrent pas. C'est ça. Il y a un marché sur le jeu de rôle virtuel. Fournir, proposer dans les pledges ou vendre à côté avec ces scénarios tout le packaging prêt comme ils veulent le faire là, Conrad et Moussa, avec toutes les cartes, les pions, les jetons, avoir un palier dans le financement participatif pour payer quelqu'un qui va faire une fiche pour Fonderie VTT, pour Roll20 ou pour Let's Roll. Ouais, c'est utile. Il y a un marché pour ça. Il y a des gens qui jouent qu'en virtuel et qui ont envie de s'investir là-dedans, quoi. Un pack avec seulement le PDF du bouquin et tous les tokens, ça peut marcher sur un pledge. Alors c'est sûr, il faut le développer. On n'est pas habitué à le faire et c'est pas parce qu'un éditeur va le faire que ça va moins bien marcher que tout de suite il faut dire non, ça marchera jamais. Non, c'est outre-Atlantique, en langue anglaise, ça se fait très bien. Le message c'est que ça va venir. Autant être prêt. Soyez patient. Pour faire une petite conclusion, un petit bilan, côté positif, c'est que c'est un créneau qui n'est pas beaucoup utilisé, le JRPG. C'est du tactique à fond, donc c'est vraiment différent, c'est assumé totalement, donc c'est un jeu de rôle qui est vraiment différent de ce qu'on peut trouver. Mais déjà avec Tiamat, c'était déjà le cas, parce que Tiamat, c'est un jeu très simulationniste aussi du jeu de combat, et c'est un créneau qu'on n'a pas. Donc ça, c'est très sympa, ça tend vraiment vers le côté wargame, jeu de figurines, et il faut le prendre comme ça. Graphiquement, c'est vraiment bien foutu, il y a une vraie cohérence, il y a un vrai taf là-dessus, sur la maquette, les illustrations, les cartes, voilà, c'est très très beau. Les battle maps, voilà, il y en a beaucoup, elles sont disponibles après en pack si on veut les obtenir. On peut les exporter du PDF. Le système est simple, je pense que ça s'explique très vite en réel, ça se joue très vite du coup, les personnages se font très vite également, tant que tu as choisi tes pouvoirs. Voilà, c'est très très intéressant. Le côté négatif,
moi, les petits reproches que j'ai à faire, c'est plutôt côté organisation en fait du bouquin de base, où on a placé la fiche de perso, où on a placé la progression. Voilà, c'est plus les petits allers-retours que j'ai dû faire à un certain moment sur le bouquin de base. Après, c'est un exercice qui est quand même très difficile parce que ça dépend vraiment des goûts de chacun. Oui, bien sûr. Je sais que j'ai eu des bouquins en main sur lesquels j'ai pesté comme un fou sur l'organisation du bouquin. Et plus tard, après, en discutant soit avec l'auteur, soit avec d'autres personnes, j'ai compris en fait la logique du truc et ça se tient. C'est pas forcément ce que je préfère, mais ça se tient. Donc je pense que c'est une affaire de goût vraiment personnelle, quoi. Ouais. Oui. Tout à fait. Le livre est dispo en PDF à 12 € si je ne me trompe pas, et à 40 € en version imprimée pour être livré chez vous. On va le tester, très franchement. Donc voilà, ça peut être intéressant. On va essayer de faire un triptyque, quoi. La critique, on va le tester et on fera un retour pour se dire, voilà, véritablement ce qu'on a pensé une fois qu'on a testé le système. Au niveau des prix, je trouve ça honnête. 12 € le PDF. Oui. Il y a combien de pages, t'as dit? Il y en a 165. Alors il y a pas mal, effectivement, à la fin d'illustrations, de machin. C'est quand même pas mal. Je trouve que c'est un tarif honnête. Ça va à l'essentiel. Il faut quand même penser que c'est un jeu qui est écrit par un auteur et illustré de tout du long, hein, véritablement. Ouais, c'est quand même bien coloré, là, je te vois défiler. Oui, il y a un gros travail sur la maquette, c'est professionnel. Temps, quand même, hein. Oui, non, mais c'est professionnel, donc voilà, il faut aussi mettre le prix quand c'est professionnel. Et là, ils ont aussi une chaîne YouTube pour présenter un peu leur jeu et la mécanique de jeu, donc je vous mettrai tout ça en lien en description. Donc voilà, c'est un jeu intéressant qui se pose sur un créneau qui est finalement pas beaucoup utilisé. Il mérite sa chance, on va lui donner, et puis on verra bien. Voilà. Ouais. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à faire des commentaires, notamment si vous avez des questions par rapport au jeu. Si vous avez des trucs que vous aimeriez vraiment voir, peut-être par exemple, je ne sais pas moi, dans le futur Actual Play, est-ce que vous aimeriez un personnage spécifique? Est-ce que vous aimeriez voir une façon de jouer différente, une spécifique, par exemple, je sais pas moi, un magicien, un truc. Voilà, qu'est-ce qui vous ferait plaisir qu'on essaye de regarder comment on peut s'arranger pour satisfaire la demande. Et puis, si tout simplement vous avez juste des questions ou l'envie de nous faire un petit coucou, voilà, n'hésitez pas, ça nous fait toujours super plaisir. C'est très motivant à nous, on prendra le temps de vous répondre d'ailleurs. Oui, bien sûr, quand même. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas. Donc merci à Claudra de nous avoir envoyé le jeu. Merci beaucoup, c'est très gentil. On espère avoir été, concis on n'a pas été, mais on espère avoir été honnête sur nos retours et assez complet sur ce qu'on a dit. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à. On essaiera de faire une petite vidéo compte rendu, soit à la fin de l'actual play, soit séparée, je ne sais pas encore, où on demandera l'avis de chacun des joueurs, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, qu'est-ce qu'ils verraient à améliorer ou qu'est-ce qu'ils verraient, qu'est-ce qui leur ont plu, voilà, un truc un petit parce peu. qu'améliorer, le jeu a été playtesté à mort, donc je pense que le système a l'air de fonctionner, il n'est pas compliqué on va dire, mais il est fonctionnel. C'est plus, est-ce que ce jeu de rôle et ce mode de combat très poussé, c'est quelque chose qui peut nous correspondre en fait ou pas, parce que c'est assez marqué comme choix, quoi. Donc voilà. Et on verra du coup si ce jeu a sa place dans le shop d'or que nous allons peut-être mettre en place. C'est ça, les fameux shops d'or. On vous remercie beaucoup, merci Monsieur Manitou. Merci à tout le monde, merci Keifer. Avec plaisir. On vous dit à très très bientôt pour la prochaine vidéo. C'est ça, jouez bien, ciao.